Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons décrire dans ce cours les différentes modifications que subissent les protéines après leur traduction, c'est-à-dire après leur synthèse par le ribosome. En effet, la production de protéines par la cellule ne consiste pas seulement en une traduction de la séquence d'acides nucléiques en chaîne d'acides aminés. De nombreuses modifications de la chaîne polypeptidique peuvent avoir lieu. Ces modifications chimiques ou biologiques interviennent après l'étape de polymérisation des acides aminés par le ribosome. Ces modifications post-traductionnelles entraînent des modifications d'activité des protéines qui les portent, inhibition ou activation. Ce sont des réactions catalysées la plupart du temps par des enzymes. Sachez qu'il existe plus de 200 modifications post-traductionnelles dans la cellule. Nous allons décrire dans ce cours les modifications majoritaires les plus fréquemment rencontrées. Nous allons voir ainsi le clivage de la chaîne polypeptidique, l'élimination d'acides aminés, l'acétylation, l'hydroxylation, la biotinylation, la sulfonation d'acides aminés, la glutamylation et la glycylation, l'ubiquitinylation, la formation de ponts covalents, l'ancrage lipidique, les glycosylations, la phosphorylation et enfin des modifications post-traductionnelles un petit peu plus particulières que sont les modifications accidentelles. Commençons par les modifications de type clivage de la chaîne polypeptidique. De nombreuses chaînes peptidiques, à l'issue de leur synthèse, vont être réduites en taille par l'action d'enzymes protéolytiques. Ce clivage peut être unique ou multiple. Je vous indique ici l'exemple de l'insuline qui est synthétisée par le ribosome sous une forme appelée pré-pro-insuline. Il s'agit d'une protéine qui va être sécrétée à l'extérieur de la cellule. Sa séquence commence donc par un peptide signal qui va être éliminé par protéolyse pour former la pro-insuline. À l'issue de son repliement, la protéine subit une deuxième protéolyse qui va individualiser 3 chaînes polypeptidiques A, B et C. Les chaînes A et B correspondent à la protéine mature ou insuline. Des clivages plus subtils peuvent avoir lieu. Ainsi, le groupement formyle de la première méthionine du côté N-terminal est pratiquement toujours enlevé chez les prokaryotes. L'enzyme responsable de ce clivage est une déformylase ou PDF. La réaction correspond à une hydrolyse et nécessite donc une molécule d'eau. Elle libère une molécule de formate. D'autre part, une autre enzyme appelée méthionine aminopeptidase ou MAP, liée au ribosome, est responsable du clivage de la première méthionine. Ainsi, 50% des protéines des cellules prokaryotes et eucaryotes ont la méthionine 1, MET1, enlevée, ce qui aboutit à un mélange de protéines avec et sans première méthionine. Nous allons maintenant détailler un ensemble de modifications qui vont consister à l'ajout d'un groupement chimique sur une chaîne latérale ou une extrémité de la chaîne. La première de ces modifications est l'acétylation. Environ une centaine de protéines cytoplasmiques ont un N-terminal acétylé. La réaction correspond à l'ajout d'un groupement acétyle sur la fonction amine libre portée par le carbone alpha du premier acide aminé et correspondant à l'extrémité N-terminale. Cette réaction est catalysée par des N-alpha-acétyltransférases à partir d'acétyl-CoA comme donneur d'acétyl.
Cette acétylation a lieu que le premier résidu méthionine soit présent ou non. Il a été ainsi montré l'importance de la nature des premiers acides aminés, mais avec la difficulté de trouver une règle. Cette acétylation peut également avoir lieu sur des chaînes latérales et notamment sur la lysine. Comme dans le cas précédent, il s'agit du transfert d'un groupement acétyl, cette fois sur la fonction amine en bout de chaîne latérale. Cette modification est très importante dans le fonctionnement du noyau à travers la modification de la chaîne peptidique des histones. Cette chaîne peut subir plusieurs acétylations dans sa partie N-terminale qui contient plusieurs lysines. La réaction est catalysée par un groupement d'enzymes appelé HAT pour histone acétyltransférase. Inversement, il existe un groupe d'enzymes appelé HDAC pour histone désacétylase qui enlève les groupements acétyl des résidus lysines. Cette modification change la conformation de l'histone. Celui-ci, sous l'action des enzymes HAT, va être acétylé, diminuant ainsi son interaction avec l'ADN qui est libéré pour être transcrit. L'action des HDAC élimine les acétyls, permettant aux extrémités N-terminales d'interagir de nouveau avec l'ADN et empêchant ainsi sa transcription. Nous avons donc ici un mécanisme d'activation ou d'inhibition d'un système par la modification post-traductionnelle portée par la protéine. L'exemple suivant est une modification plus restreinte encore puisqu'il s'agit de l'hydroxylation, c'est-à-dire l'ajout d'un groupement hydroxyle sur la proline ou la lysine. Les équations chimiques vous sont données sur cette diapositive. La première correspond à l'hydroxylation de la proline. Elle est due à l'enzyme prolyl hydroxylase. La seconde est catalysée par la lysyl hydroxylase. L'hydroxyproline est un acide aminé présent en très grande quantité dans nos fibres de collagène. Vous avez ici une vue partielle d'une triple hélice de collagène. L'hydroxylation a pour conséquence de modifier la géométrie du cycle de la proline. Ceci est indispensable pour que la chaîne peptidique puisse adopter une conformation idéale pour la réalisation de la triple hélice. D'autre part, cette hydroxylation change la polarité de cet acide aminé et donc les caractéristiques de polarité de la protéine. Inversement, la biotinylation consiste à l'ajout d'un groupement plus volumineux, la biotine ou vitamine B8. La biotine est un coenzyme de quelques enzymes de transfert du CO2. La vitamine est fixée par covalence sur les résidus lysine de la protéine par l'enzyme biotine-protéine ligase ou BPL. Voyons voir maintenant une modification encore plus restreinte puisqu'elle est retrouvée surtout sur deux hormones protéiques, la cholécystokinine ou CCK et la gastrine. Il s'agit de la sulfonation qui correspond au transfert d'un groupement SO3- sur une tyrosine. Cette réaction change de manière importante la polarité de l'acide aminé et fait apparaître une charge négative sur la protéine. Nous passons maintenant à un autre type de modification. Il s'agit de l'ajout d'un polymère d'acide aminé sur une chaîne latérale, formant ainsi une protéine ramifiée. Deux acides aminés peuvent être polymérisés ainsi. Il s'agit de l'acide glutamique et de la glycine. Cette polymérisation nécessite des enzymes spécialisées, la polyglutamylase dans le premier cas, la polyglycylase dans le second cas. Ce type de modification est notamment rencontré dans la tubuline, protéine du cytosquelette. Le motif de modification va conditionner l'initiation de la polymérisation d'un microtubule
ou, au contraire, l'élongation d'un microtubule. Le cinquième type de modification est l'ajout d'une protéine de manière covalente sur une autre protéine. Il s'agit de la fixation covalente d'ubiquitine. L'ubiquitine est une petite protéine de 76 aminoacides et une masse moléculaire d'environ 8500 daltons. C'est une protéine uniquement eucaryote qui est très conservée. La fixation de cette protéine se fait par la glycine C-terminale de l'ubiquitine aux fonctions amines des lysines des protéines ciblées. Cette fixation nécessite l'action d'un complexe enzymatique composé de 3 enzymes. La fonction de cette modification post-traductionnelle est de marquer les protéines à détruire par le protéasome. Elle a donc un rôle très important dans le fonctionnement du cycle cellulaire, la réparation de l'ADN, l'embryogenèse, la régulation de la transcription ou l'apoptose. Nous allons maintenant voir la formation de 2 types de ponts covalents. Le premier a déjà été abordé dans les cours précédents. Il s'agit de la formation des ponts disulfure entre 2 cystéines. Je ne reviendrai pas ici sur le mécanisme de formation. Par contre, je citerai le nom d'un enzyme très important au cours de ce processus. Il s'agit de la PDI ou protéine disulfide isomérase. Elle est responsable d'échanger les résidus cystéines entre ponts disulfure et joue donc un rôle très important pour favoriser un repliement correct des protéines. Son rôle est de démêler les protéines qui auraient mal apparié leur cystéine en pont disulfure. Le deuxième exemple de formation de ponts covalents est observé dans le collagène et l'élastine. Il est réalisé par la condensation aldolique des chaînes latérales de résidus à lysine. La lysine est une forme de la lysine ayant subi une désamination oxydative. 2 résidus à lysine peuvent se condenser pour former un pont covalent. Cette structure est observée dans le collagène et permet de relier les extrémités des différentes fibres. La structure de droite résulte de la condensation de 4 résidus à lysine. C'est une molécule de desmosine trouvée dans l'élastine comme jonction entre les fibres élastiques. Nous allons nous intéresser maintenant à un autre groupe de modifications post-traductionnelles. Il s'agit de l'ajout d'un ancrage lipidique à la protéine. Je ne reviendrai pas en détail sur ces molécules qui ont été traitées dans le cadre du cours sur les membranes en biologie cellulaire. Dans la cellule, les protéines peuvent être ainsi modifiées par myristoylation. C'est la liaison d'un lipide, le myristate, avec une glycine. La palmitoylation est la liaison du palmitate avec n'importe quelle cystine de la protéine. La farnésylation ou prénylation correspond à l'ajout d'un groupement isoprénylé par l'intermédiaire d'une cystine en C-terminale. Enfin, la glypylation est la formation d'une liaison d'un GPI, glycosyl-phosphatidylinositol, avec n'importe quel acide aminé. Ces modifications lipidiques sont importantes pour l'adressage des protéines à la membrane des cellules. Les structures moléculaires de ces différents ancrages sont indiquées sur ce schéma. L'encre GPI est représentée sur la face supérieure de la membrane, correspondant à la face externe de la membrane plasmique. Les autres, palmitoylation, myristoylation et farnésylation, étant représentés sur la partie inférieure du schéma, sur la face cytosolique de la membrane plasmique. La catégorie suivante de modifications post-traductionnelles est la glycosylation, qui joue un rôle majeur dans le fonctionnement cellulaire. On distingue 2 types de glycosylation. La N-glycosylation, qui est la formation d'une liaison amide entre une asparagine et un ose.
et la O-glycosylation, qui est la formation d'une liaison osidique entre une sérine ou une thréonine et un ose. L'enzyme qui catalyse ce type de modification est une oligosaccharyltransférase. Les rôles de la glycosylation sont multiples. Il s'agit de la reconnaissance et de l'adhésion cellulaire, une implication dans le contrôle du repliement des protéines, dans la modulation métabolique d'enzymes, dans le transport et l'adressage de protéines, et également, ces glycosylations ont un rôle structural. La présence d'une glycosylation sur une protéine a des conséquences analytiques. La glycosylation modifie la masse apparente de la protéine. Il existe parfois plusieurs variantes de glycosylation. Ceci provoque l'apparition de plusieurs spots ou bandes en électrophorèse, rendant plus difficile la lecture des gels. La glycosylation, parfois, change le point isoélectrique PHI s'il y a présence d'acide sialique. Ceci provoque une moins bonne focalisation dans les techniques utilisant cette caractéristique, par exemple l'isoélectrofocalisation. Il est parfois utile de traiter l'échantillon protéique à analyser par des N-glycosidases et O-glycosidases qui vont couper ces modifications post-traductionnelles. Abordons enfin la dernière grande modification post-traductionnelle. Il s'agit de la phosphorylation. C'est l'ajout d'un phosphate sur la sérine, la thréonine ou la tyrosine. Cette phosphorylation est très importante dans la transduction de signaux à travers les membranes, c'est-à-dire la signalisation intracellulaire. Ce phosphate énergétique est en général amené par un nucléotide triphosphate, le plus fréquemment par l'ATP ou le GTP. Les enzymes qui catalysent l'ajout de ce phosphate sur une protéine sont des kinases. Les enzymes responsables d'enlever le phosphate sont des phosphatases. Je vous donne ici quelques exemples de kinases très importantes dans la cellule, telles que les protéines kinases A, B ou C qui existent sous la forme de nombreux isoformes, les MAP kinases, Mitogen Activated Kinases, telles que l'ERK, Extracellular Regulated Kinase, JUNK, JNK, Jun Regulated Kinase, ou P38 ou SAP kinase 2. Le troisième groupe sont les SRC kinases, SRK, ou Stress Regulated Kinase, et enfin un quatrième groupe que sont les cyclines dépendantes kinases, ou CDK, importantes dans la régulation du cycle cellulaire. Il existe des motifs de phosphorylation complexes, par exemple ici dans des protéines membranaires appelées tyrosine kinases. Ces protéines sont à la fois des enzymes de phosphorylation et leur propre substrat. Elles peuvent se phosphoryler sur de nombreux acides aminés, déterminant l'activation de systèmes de messagers dans la cellule. D'autres modifications post-traductionnelles non programmées par la cellule peuvent avoir lieu. Il s'agit des modifications accidentelles. Il s'agit notamment d'une des conséquences du stress oxydant avec une attaque par les radicaux libres des macromolécules, dont les protéines. Les protéines sont très sensibles à l'oxydation. Il y a une modification des acides aminés les plus sensibles et la possibilité de réactions d'oxydoréduction avec certains acides aminés comme la cystéine. Une modification fréquente est l'attaque nucléophile des acides aminés par le radical hydroxyle ou la fixation de dérivés d'attaque radicalaire des lipides. Je vous indique ici quelques exemples de modifications accidentelles radicalaires ou oxydatives, comme la modification de la lysine par le radical hydroxyle, OH-, l'oxydation de la cystéine par le peroxyde d'hydrogène, l'hydroxylation ou la nitration des groupements aromatiques de la phénylalanine, l'oxydation de la méthionine, etc. Nous terminons ainsi la partie structurale de ce cycle avec ce cours sur les modifications post-traductionnelles.